Donc en fait, dans notre métier, on est très réglementé. Et donc, EASA réglemente la plupart des choses pour, en tout cas, le personnel navigant et tout ce qui est flight crew. Depuis avril 2014, ici début avril, EASA réglemente tout, et même les administrations des aéronautiques de l'Europe entière doivent se plier aux réglementations EASA. Ça veut dire qu'il n'y a plus de circulaire de l'administration de l'aéronautique qui pourrait modifier pour l'instant les réglementations EASA, et que les arrêtés royaux qui sont sortis depuis quelques années sont obsolètes et doivent être revus. Donc on est en plein démantèlement des anciennes procédures, et les compagnies aériennes sont un peu dans un no man's land pour l'instant. Vous avez aussi IATA, qui est le International Air Transport Association, qui travaille en collaboration avec l'OACI, qui est, lui, International Civil Aviation Organization. Alors, avec tous ces trois, EASA, IATA et OACI, évidemment, de temps en temps, ils ne sont pas d'accord entre eux. Et donc, nous, on doit essayer de faire avec, et on essaie de trouver un juste milieu pour nos formations. Il y a évidemment dans chaque pays européen une administration de l'autorité civile. Donc ici, c'est la Belgian Civil Aviation Authority, qui peut et qui pourra modifier, s'il le veut, certaines réglementations. Mais bon, pour l'instant, c'est EASA complètement. Alors, les responsabilités du commandant de bord. Donc, j'ai voulu un petit peu animer. Le commandant, en fait, il est responsable de la manipulation de l'avion, évidemment, en accord avec les réglementations, mais aussi, il est l'autorité finale à bord. Une fois que vous rentrez dans un avion, le commandant a tout à dire. Il peut vous débarquer, il peut décider qu'on ne vous sert plus d'alcool à bord. Il est vraiment le maître absolu. Et c'est lui qui a la décision finale. Il est évidemment responsable de la sécurité de l'équipage et des passagers et du cargo. À partir du moment où les portes se ferment, il est l'autorité. Il est responsable de toutes les opérations, donc à partir du moment où l'avion est prêt à faire son taxi, pour le décollage et jusqu'à la fin du vol. Donc on appelle ça dans notre jargon bloc on, bloc off, donc ce sont les blocs qu'on met au pneu des avions. Et en cas de situation d'urgence, il peut lui dévier des réglementations prescrites. Donc on a toutes des procédures, mais le commandant, s'il le désire, il peut modifier les procédures. Donc c'est vraiment le maître. Et il a le droit de refuser évidemment un passager à l'embarquement. Alors nous avons la Convention de Tokyo de 1963. Cette convention dit que le commandant sur un vol international a le droit d'imposer des mesures de restriction vis-à-vis d'un passager. Donc comme je vous expliquais, ça arrive relativement souvent. On peut débarquer les passagers. Monsieur Alleux pourra vous le confirmer tout à l'heure. Certains passagers sont violents. Avant la fermeture des portes, commencent à se bagarrer pour un siège et en viennent aux mains. Ça arrive régulièrement à l'aéroport de Charleroi. Eh bien, on les débarque. Ce n'est pas toujours des hommes, hein, mais il y a eu des bagarres de femmes. Donc, deux femmes qui se bagarrent entre elles, c'est pas facile à gérer. Et donc, le navigant, la chef de cabine ou le chef de cabine explique au commandant. Et si le commandant décide d'appeler la police ou les pompiers pour débarquer le passager, il le peut. Évidemment, il y a toute une procédure. On débarque le passager, mais il faut débarquer le bagage. Sécurité oblige, on ne part pas avec un bagage non accompagné. Cette convention, il y a aussi, il y a des lois pénales, donc offense émanant de lois pénales, donc si le passager veut assassiner quelqu'un, délit sexuel, on a eu un harcèlement sexuel aussi, hein, un passager qui voulait sauter sur une fille, possession de drogue, hein, s'il se shoot à bord, s'il fume son joint, tout ça, on débarque. Si le passager est à bord, évidemment, sur un transatlantique, on ne sait pas le débarquer. Mais à ce moment-là, le commandant appelle la police à l'aéroport d'arrivée et ce passager est arrêté. Il y a une liste des pays qui adhèrent à cette convention, donc vous pouvez aller sur le net, je ne vais pas vous embrouiller avec tout ça. Enfin, c'est une liste de 80-100 pays qui suivent la convention de Tokyo. Alors, l'immatriculation de l'avion. Vous avez tous déjà volé et pris l'avion. Vous avez à chaque fois un numéro sur l'avion. Là, c'est la convention de Chicago qui dit que tout aéronef engagé dans le trafic international doit porter les marques de nationalité et d'immatriculation. Ça veut dire que vous avez un code de l'OACI, c'est les 2 premières lettres, et puis vous avez un code du pays. Vous avez ici donc, la diapositive suivante.
Voilà, par exemple, vous voyez OO SBW, donc Oscar, Oscar, Sierra, Bravo, Whisky. Oscar, Oscar, c'est la Belgique. Donc si vous rentrez dans un avion dont l'immatriculation débute par Oscar, Oscar, vous êtes en Belgique. À partir du moment où vous mettez le pied dans l'avion, vous êtes sur le territoire belge. Pour la France, ce sera Fox, France, et pour les États-Unis, November. Donc voilà, à chaque fois que vous prenez l'avion, vous rentrez déjà dans le pays de l'immatriculation de l'avion. Les naissances à bord. Le professeur Mols en a parlé un petit peu. La nationalité d'un bébé qui naît à bord d'un avion, donc l'immatriculation fait foi. S'il y a une naissance à bord d'un avion Oscar, il sera belge. Et le commandant peut être le parrain si le passager le désire. Donc c'est voilà. C'est arrivé sur un vol sur Kinshasa. Donc voilà. Un enfant est à bord donc d'un avion à la nationalité du pays dans lequel il est enregistré. Alors à savoir aussi, on n'accepte pas des femmes enceintes de plus de 7 mois. Donc à partir du 7e mois, il faut un certificat médical qu'il faut donner à la réservation, comme quoi vous pouvez voler, vous pouvez prendre l'avion, surtout pour les longs courriers. Maintenant, il est clair que dans certains pays, on ne sait pas si la personne est enceinte ou la personne est forte. Et donc c'est comme ça que c'est arrivé, des naissances à bord. Des personnes qui étaient de 8 mois et demi, avec la pressure, la fatigue et tout ça, l'enfant a décidé d'arriver plus vite. Alors, on est dans les cours que nous avons naissance à bord et nous avons un kit naissance à bord. Mais bon, c'est vrai que c'est un peu difficile parce que nous ne sommes pas médecins. Les décès à bord, donc nous sommes aussi briefés sur les décès à bord. Évidemment, si vous mourrez dans un avion Oscar, vous êtes mort en Belgique. Ça veut dire qu'il y a toute une série de documents à remplir. Si évidemment on est au-dessus de l'Atlantique, comme c'est arrivé il y a peu de temps à Jet Air, il y a une procédure, on met couverture sur passager, on a des sacs, on a tout ce qu'il faut pour traiter une mort à bord. Et on rentre à la base qui était à ce moment-là Bruxelles. Maintenant, si vous êtes en vol européen ou vous êtes au-dessus de la terre et vous pouvez atterrir le plus rapidement possible, c'est ce qu'on fait, on débarque le passager. Tout en sachant qu'évidemment, ça fait 2 à 3 heures de délai, donc il y a aussi des impondérables commerciaux. Donc souvent, on rentre à la base, on attend la destination pour débarquer, évidemment. Alors, l'entraînement du personnel. Le personnel navigant est formé évidemment en sécurité, procédure normale et procédure d'urgence. Et vous avez aussi des cours de base d'exercices pratiques, le feu à bord, les exercices piscine, puisque la survie c'est très important en cas de crash dans la jungle, dans le désert, dans les pays nordiques. Et vous avez un recyclage annuel sur le type de machine sur lequel vous volez. Donc par exemple, je vole Brussels Airlines, je suis sur Airbus 320 chaque année. Je dois suivre une journée de recyclage sur l'Airbus 320. On voit tout ce qui s'est passé pendant l'année, les incidents, accidents, et on a un examen à la fin de la journée. Si on ne réussit pas, on est au sol. Donc on ne peut plus voler. Les pilotes, c'est tous les 6 mois avec le médical et le simulateur. Tous les 3 ans, les exercices pratiques sont renouvelables également. Alors, nous avons donc, comme je vous l'ai dit, dans le cours sécurité, nous avons une partie médecine. Cette partie de médecine ne dure évidemment que 3 jours. Là-dedans, on voit tout ce qu'on appelle l'aviation medicine. Donc, ça varie, ça peut être le défibrillateur, évidemment, puisqu'à bord, nous avons des défibrillateurs, l'effet de l'altitude sur le corps, l'hygiène personnelle, tout ce qui est maladie tropicale. Pour l'instant aussi, on a un cours Ebola. On est obligé de faire un awareness sur Ebola. La méthode Heimlich, l'hypoxie, l'hyperventilation, la décompression, les AVC. Alors, le but de ce cours, c'est quoi? C'est que, comme disait le professeur Mols, il y a souvent un médecin à bord ou une infirmière ou quelqu'un qui a fait des études de médecine ou apparentée. Mais nous, quand on découvre le passager qui a un malaise, le plus important, c'est de diagnostiquer ce qu'il a. On ne veut pas être médecin, on dit voilà, voici les symptômes, action. Donc c'est les premières minutes qui sont évidemment importantes. Donc c'est ce qu'on nous apprend, à ce qu'on ait le réflexe de dire voilà, c'est un AVC, qu'est-ce qu'il faut faire, qu'est-ce qu'il faut dire aux passagers, essayer de voir comment tirer la langue, serrez-moi la main, enfin voilà. Tous ces petits gestes qui peuvent sauver une vie, pendant qu'un collègue lui demande s'il y a un médecin ou une infirmière à bord, évidemment.
Alors à bord, on n'a pas grand-chose. On a des first aid kits, donc les kits de premier secours, où il y a, c'est de tout venant, Cédinal, le Touristil qui a été enlevé, puisque il n'est plus à la vente. On n'a pas encore reçu de notification sur quel médicament va être remplacé par le Touristil. Du Nésivil, Nimodium, enfin vous voyez, c'est Buscopan. Il y avait du Motilium, ils ont mis du Primperan à la place. Donc ça, c'est un first aid kit qui se trouve à bord des avions, en cabine. Et donc, il y en a soit 2 sur les petits avions. Donc, le genre Boeing 737, vous avez 2 first aid kits qui sont une à l'avant, une à l'arrière. Dans les plus gros avions, donc long courrier, vous en avez 3, avec le même contenu. Donc là, la cabine, le personnel navigant peut ouvrir, quand il le désire, le first aid kit et l'utiliser. Il y a un papier à remplir, mais bon, bref, pour donner une aspirine, un Imodium, etc., on peut. On a le droit. Il y a un medical kit ou un doctor's kit à bord. Il n'y en a qu'une. Dans n'importe quel avion, il n'y en a qu'une. Là-dedans, vous y trouvez des choses un petit peu plus spécifiques pour les médecins. Et le medical kit se trouve dans le cockpit. Donc il n'y a pas de medical kit dans la cabine. C'est le commandant qui va autoriser l'ouverture du medical kit. Normalement, on ouvre ce medical kit qu'en présence d'un médecin ou apparenté, puisqu'il y a des documents, un numéro d'INAMI à remplir sur le document. Dans ce medical kit, vous avez tout ce qui est tensiomètre, des seringues, mais vous avez beaucoup d'injections en intraveineuse, genre Primperan, Sédocar, etc. Donc il est clair que nous ne pouvons pas l'utiliser. Il m'est arrivé d'avoir la permission du commandant pour utiliser en fait le tensiomètre. Donc on avait besoin d'un tensiomètre pour quelqu'un qui avait fait un malaise, et donc on a pu ouvrir le medical kit et le commandant a justifié l'ouverture du medical kit. Voilà. Donc voilà, le commandant peut autoriser l'ouverture de la trousse médicale. Donc c'est tout ce que nous avons à bord, avec un kit aussi pour tout ce qui est clinical waste. Donc en cas, si vous ouvrez la medical kit, vous utilisez des seringues, vous utilisez du matériel médical. À ce moment-là, on a un kit de rangement, et à la première escale, nous devons débarquer tout ce qui a été utilisé. Nous ne pouvons pas évidemment les mettre dans les poubelles de l'avion. Voilà. Donc moi, c'était très simple. J'espère que ça vous a un petit peu ouvert les yeux.